Et on poursuit la discussion sur les annonces du budget de François Bayrou hier, forcément, qui ne font pas plaisir à beaucoup. 44 milliards d'euros à trouver. Il va falloir se serrer la ceinture. Alors, nous allons aborder une page politique parce que la suite et la rentrée vont être chaudes pour François Bayrou. Alors, Emmanuel Macron a loué un plan qui a la vertu du courage, de l'audace et de la lucidité. Vous allez bien comprendre qu'évidemment, ce n'est pas l'avis de tous les responsables politiques. Pour en parler avec nos deux spécialistes, Alexandre Peyrou, vous êtes journaliste politique pour notre rédaction. Bonsoir ici à France Télévisions. Clémence Lemestre, toujours avec nous, directrice adjointe des rédactions des Échos, avec qui nous sommes en partenariat. Nous serons également par visio avec Yann Brossat. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du Parti communiste français, et également Perrine Goulet. Bonsoir. Vous êtes députée Les Démocrates de la Nièvre. Alors, avant de débuter la discussion, bonsoir, on avait envie de vous emmener dans le passé en faisant un petit exercice avec nos camarades de l'INA. Comme on en a le secret dans cette émission, on a demandé à Maxime Laurent de revenir sur ce serpent de mer qu'est la lutte contre les déficits publics en France. Et avec cette question dont on parlera après, la France finalement est-elle irréformable? Écoutez, on en parle juste après. De Raymond Barre, la France vit au-dessus de ses moyens. À François Fillon. Moi, je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. C'est une obsession pour tous les gouvernements depuis un demi-siècle, réduire le déficit budgétaire. Je pense pour ma part que nous devons essayer d'avoir toujours plus de réduction de déficit, car il faut un jour ou l'autre payer le déficit qui augmente l'endettement. Tous rêvent de pouvoir reprendre les mots de Valéry Giscard d'Estaing. Écoutez, c'était il y a 60 ans. Pour 1965, nous présentons un budget en équilibre. C'est-à-dire que la totalité des dépenses de l'État sera couverte par ses recettes. Et quand je dis la totalité, c'est vraiment la totalité. Car depuis que l'homme politique a quitté le pouvoir, au revoir, la France a creusé son déficit tous les ans, sans exception. Certains ont réussi à limiter la chute, comme Jacques Chirac ou François Hollande qui avait augmenté les impôts. D'autres l'ont accéléré, comme Nicolas Sarkozy après la crise des subprimes, ou Emmanuel Macron pendant l'épidémie de coronavirus. Une nouvelle fois cette année, l'État tire la sonnette d'alarme. Chaque seconde qui passe, chaque seconde, la dette de la France augmente de 5 000 €. Un déficit qui s'élève aujourd'hui à 5,8% du PIB. Le gouvernement voudrait ramener ce chiffre à 4,6%. Les récentes annonces de François Bayrou ont pour ambition de faire tenir à l'État ce nouvel objectif. Perrine Goulet, bonsoir. Vous avez entendu, peut-être pas vu, mais entendu le reportage sur ces décennies avec cette question. Donc, la France est-elle irréformable? Je vous la pose, même si vous avez peut-être, vous, pour le camp gouvernemental, nous dire que là, c'est en bonne voie. Écoutez, moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'appartiens au parti de François Bayrou. Et François Bayrou, comme vous le savez, la dette, c'est un sujet qu'il porte depuis plus de 20 ans. Et donc, on voit aujourd'hui, maintenant qu'il est aux manettes, qu'il essaye d'agir pour réduire cette dette. Parce qu'effectivement, vous l'avez très justement montré, ça fait plus d'un demi-siècle qu'aucun budget français n'a été voté à l'équilibre. D'ailleurs, quand j'ai été élu député en 2017 et que j'ai intégré la commission des finances, c'est la première chose qui m'a étonnée. Comment est-il possible, quand on vient notamment d'entreprise comme moi, de se dire qu'en décembre, on vote déjà un budget en déficit pour l'année suivante? Donc oui, il faut qu'on perde cette habitude de dire que l'État n'a pas besoin d'être à l'équilibre et que quand on a un sujet, eh bien, on fait appel à l'État. Quand il y a un problème avec les entreprises, on fait appel à l'État. Quand il y a un problème dans les collectivités, on fait appel à l'État. Quand il y a un problème dans la santé, on fait appel à l'État. Bref, à chaque fois qu'on a un problème dans notre pays, on fait appel à l'État et donc à la dette. Et ça, je pense qu'il faut arrêter. Il faut absolument qu'on arrive effectivement à réduire ce différentiel chaque année pour arriver sur la trajectoire qui a été donnée par François Bayrou hier, qui d'ailleurs n'est contestée par personne. Dans les médias que j'ai pu suivre aujourd'hui, personne ne conteste le fait de réduire le déficit et la trajectoire qui a été donnée. Mais bien sûr, il faudra aller au-delà et un jour, il faudra espérer avoir un budget à l'équilibre où dépenses et recettes sont égalitaires parce que n'importe qui d'entre vous, ça doit vous choquer à un moment qu'on ait plus de dépenses que de recettes au mois de décembre de l'année précédente. Enfin, il est temps
de faire certains efforts, parce que tout ce que nous faisons pas aujourd'hui comme effort, eh bien, c'est nos enfants, nos petits-enfants qui un jour seront obligés de le payer parce que la dette aurait été trop importante et que, eh bien, les créanciers reviendront nous chercher. Et d'ailleurs, François Bayrou le disait, c'est 5 000 € de dette par seconde. Vous voyez bien que ce n'est plus tenable. Et quand on sait qu'en 2029, le remboursement de la dette équivaudra au double de ce qu'elle est aujourd'hui et qu'elle dépassera le budget d'éducation nationale, vous voyez que si on avait cet argent plutôt dans notre budget plutôt que de le donner aux créanciers, eh bien on pourrait faire beaucoup plus de choses. Et puis, notamment, peut-être plus d'éducation nationale, comme j'entendais vos prédécesseurs tout à l'heure dans votre émission, qui disaient qu'à un moment, il faut investir dans l'avenir et dans notre jeunesse. Perrine Goulet. Alors, je vais donner la parole et la réaction à Yann Brossat. Bonsoir, porte-parole du PCF. Bonsoir. Vous entendiez votre Perrine Goulet. Personne ne conteste le fait de réduire les déficits. J'imagine que vous ne le contestez pas, mais peut-être que vous le contestez. Et puis surtout, je vous pose la même question. Est-ce que la France est irréformable, ou en tout cas pas dans ce sens-là ? Ce que je trouve, ma foi, assez cocasse, c'est d'entendre que les gens qui font partie de la majorité présidentielle, qui ont soutenu tous les budgets qui ont été votés depuis 8 ans, on a un Premier ministre d'ailleurs, François Bayrou, qui a soutenu tous les budgets présentés par les gouvernements qui se sont succédés depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, que ces gens-là qui ont fait exploser les déficits nous expliquent maintenant que le déficit est un problème et qu'il va falloir assumer des sacrifices supplémentaires. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, c'est qu'une fois qu'on a dit qu'il faut combler les déficits, il y a évidemment plusieurs manières de s'y prendre, mais certainement pas ce que le Premier ministre a annoncé hier. Enfin, dans quel monde les plus riches demandent aux plus pauvres de faire des sacrifices supplémentaires ? Dans quel monde les bien portants disent aux malades qu'il va falloir qu'ils assument des sacrifices en plus? Enfin, quand même, aller diminuer la prise en charge des ALD, des affections longue durée, enfin, tout ça est quand même d'une indécence, d'une répugnance. Et je crois que, au-delà de la politique, au-delà de la question des comptes publics, il y a un problème de morale commune dans les décisions qui ont été annoncées par le Premier ministre, parce que ça contrevient à tous les principes de justice, de solidarité qui font le socle républicain français. Et donc je pense que ça heurte beaucoup de monde et que, en réalité, le Premier ministre a bien compris qu'il allait être censuré dans les mois qui viennent, et au fond, il joue son va-tout. En tout cas, plus le temps passe, plus je suis convaincu qu'il est grand temps qu'il s'en aille et son budget avec. Mais alors, dernière question, puis après, on va en reparler en plateau, mais je vous la repose, Yann Brossat. Est-ce que la France est irréformable si on va sur une nouvelle censure ? Est-ce qu'on continue comme pendant des décennies, ce qui a été expliqué dans le reportage ? Mais pas du tout. Les Français sont prêts à des tas de réformes, des réformes de progrès social, des réformes qui nous permettent d'améliorer la vie des gens. Mais là, en l'occurrence, ce ne sont pas des réformes. Quelles réformes y a-t-il dans le plan annoncé par le Premier ministre ? 2 jours fériés en moins, c'est ça qu'on appelle une réforme. C'est pas une réforme, c'est juste une manière de pourrir la vie des travailleurs français en leur expliquant qu'ils allaient devoir travailler davantage sans gagner davantage. C'est pas une réforme, c'est un fouet. Bon. Et en l'occurrence, tout le plan du Premier ministre consiste à demander aux classes moyennes et aux plus précaires, y compris aux malades, de faire des sacrifices, alors que dans le même temps, on va continuer à verser des aides astronomiques aux entreprises sans aucune espèce de contrepartie. Ben vous voyez, une réforme que nous pourrions proposer, c'est celle-ci, mettre tout simplement sous condition, avec des contreparties, les aides publiques aux entreprises. C'est 200 milliards d'euros par an. Il y a un rapport sénatorial qui l'a prouvé, je le dis en tant que sénateur. Attaquons-nous à cette dépense-là, à cette gabegie-là, sur laquelle il y aurait beaucoup à dire. Eh ben, Yann Brossat, en plus, on vient d'en parler. Vous pourrez le voir en replay pour les téléspectateurs qui nous rejoignent. On venait de parler dans le plateau précédent de ces aides aux entreprises, pas toujours effectivement très transparentes. Alexandre Peyrou, on le voit là. Oui, la France est-elle irréformable, mais aussi parce que voilà, il y a des différences idéologiques, politiques de fond qui sont difficiles à réconcilier. Absolument. Et je dirais que ce qu'on voit ressurgir finalement à l'occasion de ce budget, c'est le retour quelque part d'une forme de clivage droite-gauche. C'est-à-dire que vous avez, à l'exception du RN que je mets à part, mais vous avez d'un côté un budget avec des économies sur la dépense publique, avec des mises à contribution sur les dépenses sociales des Français. Et c'est plutôt quelque chose qui est plutôt libéral, traditionnellement.
Et là, on a face à ça une vision qui est celle de la gauche, qui est de dire il ne faut pas trancher dans les dépenses sociales, c'est plutôt sur les recettes vers les plus riches qu'il faut aller chercher de l'argent. Je rajouterais quand même que peut-être que la France est encore plus irréformable, puisqu'on a vu le sujet que c'était quelque chose de peut-être un peu historique. Elle est d'autant plus irréformable qu'aujourd'hui, c'est l'Assemblée nationale qui est complètement fracturée et qu'aujourd'hui... honnêtement, on utilise souvent, nous journalistes, cette expression de tenir les deux bouts de l'omelette. Je ne vois pas comment un François Bayrou peut tenir, à la fois faire plaisir au Rassemblement national, faire plaisir au LR, faire plaisir au camp macroniste et à son parti, le MoDem, faire plaisir à la gauche. C'est mission quasi impossible. Clémence Lemestre, mission impossible ? C'est mission impossible. Après, certains pensent qu'il y a peut-être un petit trou de souris. On l'a petit, alors. Tout petit, mais non, mais plus sérieusement, on l'a vu. À peine Bayrou avait-il fini son discours que notamment le RN et LFI hurlaient à la censure. On se demandait même s'ils avaient écouté la fin du discours. Donc il y a un côté, une espèce de réaction épidermique. Après, quand on écoute vraiment ce qu'ils ont dit les uns et les autres, le PS, ils ont crié à la censure, mais ils ont quand même dit qu'ils étaient toujours ouverts au compromis. D'ailleurs, Éric Lombard semble dire qu'il discute, il est prêt à discuter avec le PS et donc peut-être justement discuter de ces questions d'impôts dont on parlait, parce que c'est ce que vous disiez, c'est le PS, il veut augmenter les impôts. Les plus riches. Des plus riches. Oui, tout à fait, des plus riches. Le RN, il y a peut-être la possibilité quand même de discuter avec eux parce qu'ils n'ont pas forcément intérêt à ce qu'il y ait une censure du gouvernement. Ils n'ont pas forcément intérêt à ce que le gouvernement chute. Donc, il y a peut-être quand même un petit trou de souris. Ce qui nous paraît, nous, le plus inquiétant, en fait, à la rédaction des Échos, j'en ai parlé aux spécialistes politiques, c'est qu'en fait, il y a énormément de critiques qui viennent du bloc central. Et ça va déstabiliser Bayrou. Et c'est ce qui était arrivé à Barnier, en fait. Notamment Laurent Wauquiez ce matin, qui n'a pas été tendre. C'est pas le pire Wauquiez, pour le coup. C'est Édouard Philippe, le pire, pour moi. Je vous coupe. On va écouter, parce que ça illustre tout le débat qu'on a. Et puis, évidemment, on retournera voir Yann Brossat et Perrine Goulet après. Justement, voyez ce que dit Laurent Wauquiez. Et écoutez ce que dit aussi Éric Coquerel, qui lui répond. On en débat juste après. La situation budgétaire de notre pays, elle est catastrophique. Et ce plan, il a au moins le mérite d'essayer de chercher des solutions. Pour autant, est-ce que ce plan est parfait ? Non. Et donc notre travail à nous, avec la droite républicaine, ça va être de le corriger et de l'améliorer. C'est toute la globalité et la logique de ce budget qui est à rejeter. Même si le gouvernement décidait de négocier et d'enlever cette mesure, tout le reste du budget garderait cette logique qui est l'idée qu'on fait payer au monde du travail les cadeaux fiscaux qu'on a fait au capital. Perrine Goulet, vous avez entendu Éric Coquerel et Laurent Wauquiez. Est-ce que là, on est finalement dans ce qu'on disait sur le plateau, dans un clivage droite-gauche très classique, très légitime, j'allais dire, mais qui ne fera pas avancer les choses? Écoutez, je ne sais pas si on est dans un clivage droite-gauche. En tous les cas, aujourd'hui, j'entendais Madame Lemestre qui disait qu'il allait être compliqué de faire plaisir aux uns aux autres. Moi, je pense qu'on n'est pas là pour faire plaisir aux uns aux autres. Aujourd'hui, on est là pour essayer de sauver notre modèle social, parce qu'on l'a peut-être trop souvent oublié, pour pouvoir redistribuer comme on le fait dans notre pays et qui est la richesse de notre pays, il faut produire. Or, on le voit bien, aujourd'hui, on a quand même des difficultés à avoir de la productivité aussi élevée qu'un certain nombre de nos voisins européens. Et donc, on a besoin d'avoir, ce plan sur deux pieds qu'a proposé François Bayrou. Les deux angles et les deux jambes me paraissent intéressantes. Bien sûr qu'il faut peut-être l'amender. Il y a peut-être d'autres solutions. Peut-être qu'à la place de jours fériés, on peut trouver autre chose. Peut-être travailler plus à la semaine. Peut-être laisser les entreprises s'organiser pour voir comment on peut travailler autrement. Bien sûr, il faut peut-être regarder aussi, et dans votre débat auparavant, j'aimais assez le fait de se dire peut-être moins d'aide aux entreprises, mais moins de fiscalité en face, parce que bien entendu, il faut aujourd'hui que nous ayons une production dans notre pays pour pouvoir ensuite redistribuer, que ce soit sur la santé, que ce soit sur les plus fragiles. Et ce que j'entends d'Éric Coquerel en disant que c'est un budget qui a été proposé hier qui fait tout reposer sur les plus fragiles, je ne suis pas d'accord, puisque nous avons vu notamment que la contribution sur les revenus
dont nous, en tout cas au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau Modem, nous disions qu'il fallait la pérenniser, eh bien c'est proposé par François Bayrou. On voit bien qu'il y a un certain nombre de mesures qui va toucher les plus hauts revenus, et je pense que c'est important. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce qui a été proposé hier, c'est que ça touche tout le monde, parce que notre pays, eh bien, c'est une nation, et une nation, chacun doit pouvoir contribuer à la hauteur de ce qu'il est capable de le faire. Et c'est pour moi ce qui est proposé dans ce budget. Donc, oui, ça va être compliqué. Je suis d'accord avec Madame Lemestre. Oui, ça va être compliqué, mais on n'est pas là pour faire des cadeaux aux uns aux autres. Il faut qu'on garde en tête aujourd'hui qu'il faut qu'on rétablisse les finances publiques de notre pays, parce qu'on le voit bien. Il y a près de 20 ans, on avait 50% du PIB qui était en dépenses publiques et 55% en revenus. Et on voit bien aujourd'hui que les revenus sont les mêmes, mais que les dépenses ont augmenté de 5%. Donc il faut absolument je vais donner la parole à Yann Brossat pour qu'il puisse vous répondre. Une précision sur les hauts revenus, c'est resté très flou dans les annonces de François Bayrou sur quelle pourrait être une taxe ou la participation des hauts revenus. Mais Yann Brossat, Perrine Goulet disait que voilà, il y avait des aménagements qui étaient possibles. Est-ce que vous, dans l'opposition, que ce soit au PCF et dans toute l'opposition, il y a des aménagements sur lesquels vous accepteriez peut-être de négocier, peut-être pas sur tout, un compromis, c'est un compromis, mais quelles seraient les pistes de négociation? Pas toutes, les plus importantes pour vous. Mais le problème, c'est que tout le logiciel du Premier ministre est mauvais. Et d'ailleurs, on nous parle de la dette comme si c'était une espèce de catastrophe naturelle qui nous était tombée sur la tête. Or, la dette a explosé en raison de la politique qui a été menée depuis 2017 par le président de la République et qui a consisté à multiplier les cadeaux au profit des plus riches. Ensuite, on explique aux plus modestes, aux travailleurs, aux chômeurs qui vont voir leur indemnité diminuer, aux malades qui vont devoir faire des sacrifices en plus. Et donc, c'est tout ce logiciel-là qui, de notre point de vue, est extrêmement contestable. Ce dont nous aurions besoin aujourd'hui, c'est d'un changement de politique économique, c'est de justice fiscale, c'est d'une fiscalité qui, précisément, permette de s'en prendre aux plus hauts revenus et, en revanche, de permettre de gagner du pouvoir d'achat aux travailleurs. Bref, on a besoin d'un changement radical de politique. C'est d'ailleurs en faveur de ce changement que les électeurs s'étaient prononcés aux dernières élections législatives en plaçant le nouveau Front populaire en tête. Or, en l'occurrence, on a l'accélération de la politique qui a été menée depuis 2017 et qui a été sanctionnée dans les urnes. À partir de là, ce n'est pas avec quelques amendements qu'on remédiera au problème. Alors, on va discuter des suites et notamment, évidemment, des menaces de censure. On le dit depuis le début, le gouvernement Bayrou est quand même en sursis. Vous le disiez tout à l'heure, Clémence, il y a un petit chemin, un petit trou de souris peut-être. On va regarder un reportage de Julien Cholin ce soir dans notre journal de 20h, où effectivement, en tout cas, les équipes de François Bayrou estiment qu'il existe un chemin pour traverser les haies de la censure. On l'écoute et vous nous donnez votre avis juste après. Bonjour. Emmanuel Macron croit-il au miracle pour le budget? En déplacement à Lourdes, le président l'assure, il a toujours foi en son Premier ministre, peu importe les critiques. Si d'autres ont des idées plus intelligentes pour accroître l'activité et pour baisser les économies, le Premier ministre, il les recevra. Car depuis hier, même au sein du socle gouvernemental, certains s'interrogent. Exemple avec les Républicains, pour les pistes d'économie, mais jugées insuffisantes par Laurent Wauquiez. Est-ce que ce plan est parfait? Non. Tout comme Bruno Retailleau qui propose de nouvelles économies. Dans le viseur du ministre de l'Intérieur, l'AME, l'aide médicale d'État, qui permet de soigner les étrangers sans papier. Je pense que l'AME doit être réformée dans son panier de soins. Je pense que, par exemple, les OQTF ne devraient pas avoir accès à l'AME. Édouard Philippe se dit lui aussi favorable au plan Bayrou. Pour l'instant, du moins. On a connu soutien plus enthousiaste. Ça n'est qu'un plan d'urgence et quasiment rien dans ce qu'il propose ne règle le problème. Ça permet juste de limiter les conséquences. Dans un tweet ce soir, Gabriel Attal assure, lui, du soutien des députés macronistes. Mais pour faire adopter son budget, François Bayrou devra élargir son socle. Problème, les socialistes se prononcent d'ores et déjà contre les pistes annoncées, mais assurent rester ouverts à la négociation, à condition de tout revoir. Le budget tel qu'il est proposé par le gouvernement n'est pas une base de négociation. Les socialistes s'y opposeront à toute force et le rejetteront. Les députés RN, eux aussi, assurent vouloir négocier. Mais sur quoi? En tout cas, en l'état, ils voteraient la censure.
Alexandre Bayrou? Un chemin étroit? Julien Chaulin parlait à la fin de son sujet du Rassemblement national, de son sujet pour le journal de 20h. Depuis, on a eu une information, c'est l'interview aux Parisiens que vient de donner Marine Le Pen, dans laquelle elle dit, je cite, « En l'état, impossible pour le RN de ne pas censurer ». C'est ce qu'on appelle vulgairement un coup de pression, un énorme coup de pression contre François Bayrou, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, la droite et les macronistes vont le soutenir et que les communistes, les insoumis et les écologistes vont le censurer, ils l'ont déjà dit. Ces deux seules marges de manœuvre, mathématiquement, c'est le Rassemblement national d'un côté et le Parti socialiste de l'autre. Or, avec ce que je viens de dire sur Marine Le Pen et avec ce qu'on vient d'entendre de ce que vient de dire Boris Vallaud, ça paraît extrêmement compliqué parce que tout à l'heure, on parlait de la négociation des socialistes. Là, Boris Vallaud, ce soir, il ne dit pas il y a de la négociation. Il dit il faut tout revoir à zéro pour envisager une non-censure. Moi, j'ai discuté ces dernières heures avec des députés socialistes, notamment des députés socialistes qui avaient été contre la censure la dernière fois, qui avaient poussé pour cette non-censure de François Bayrou, qui me disaient, il faut censurer, et si moi je vous dis qu'il faut censurer, c'est que tout le monde va le dire, et qui disaient, on nous prend pour des idiots, c'est de la provocation ce qu'a fait François Bayrou. Eux, ils estiment qu'ils avaient 3 lignes rouges, je vous les recite, c'était d'abord que finalement il n'y ait pas ça ne touche pas ces mesures sur les plus riches, ça ne touche pas sur les classes populaires, à l'inverse que ça touchait les plus riches et que ça ne devait pas se résumer qu'à des baisses de dépenses. Aujourd'hui, ils disent clairement le compte n'y est pas, et ils sont assez pessimistes, je dois dire, sur l'issue de cette négociation. Ils ont une théorie, en revanche, qui est peut-être assez intéressante, que semblait utiliser Yann Brossat tout à l'heure. C'est la théorie selon laquelle, selon eux, François Bayrou est sûr de tomber à la rentrée. Donc, il voudrait se donner quelque part une espèce de posture de sachant un peu à la Mendès France, de dire voilà, moi je vous avais donné la solution, vous n'avez pas voulu l'appliquer, quelque part mourir sabre au clair, quoi, finalement. Yann Brossat, justement, vous avez entendu l'analyse politique d'Alexandre. Voilà, est-ce que pour vous c'est inévitable, vous ferez tout pour faire tomber le gouvernement Bayrou à la rentrée? Oui, pas parce que nous ne l'aimons pas, on n'a rien contre la personne de François Bayrou, mais simplement parce que la politique qu'il mène et le budget qu'il propose, les orientations qu'il propose sont scandaleuses. Enfin, quand même, la semaine dernière, on avait les dernières statistiques de l'INSEE qui montrent que 15% de la population française vit sous le seuil de pauvreté, qu'en un an, on a eu 600 000 pauvres supplémentaires. Voilà un budget qui va encore aggraver cette situation. Nous, notre boussole, c'est la justice sociale. Et quand on a la justice sociale pour boussole, on ne peut évidemment pas laisser un gouvernement qui mène cette politique-là perdurer parce qu'il fait mal à la société française et mal à la cohésion de notre pays. Perrine Goulet, ce chemin étroit, vous y croyez? Alors forcément, c'est normal que vous ayez un petit peu de méthode Coué, mais comment vous voyez cette rentrée? Non, je n'ai pas la méthode Coué comme vous pouvez le penser. On est... je veux dire, très réaliste de ce qui se passe notamment à l'Assemblée nationale. Et contrairement à ce qu'a dit monsieur le sénateur, non, le NFP n'a pas gagné, car s'ils avaient gagné, ils auraient la majorité à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas le cas. Et malheureusement, vous le savez, l'Assemblée nationale est en 3 blocs quasi identiques. Et les blocs sont quasiment identiques, à 20 députés près. Et ce qui m'embête un peu, c'est que chacun reste, j'allais dire, dans sa petite politique politicienne, peut-être en réfléchissant déjà, j'allais dire, à 2027. Mais en tout cas, il ne pense pas aux Français, parce que si on pensait aux Français, on essaierait au moins, avant de censurer, d'essayer de travailler ensemble sur cette base qui a été proposée, qui n'est pas le définitif, parce que comme vous le savez, le projet de loi de finances, c'est une proposition du gouvernement que nous pouvons amender ensuite au Parlement. Donc je pense qu'avant de censurer, peut-être qu'il serait bien que nous travaillions à partir de cette base de travail et à nous, effectivement, de pouvoir la modifier, parce que je pense effectivement qu'il y a des choses à modifier, mais en tout cas, ça fait une base réaliste qui correspond aux efforts que nous devons faire. Ça permet d'expliquer aux Français qu'il va falloir faire des efforts. Et il faut que ces efforts soient justement répartis, parce qu'on ne peut pas toujours demander aux travailleurs. Il faut aussi qu'on demande à tous ceux qui ne travaillent pas dans notre pays, qui puissent contribuer chacun à leur hauteur, que ce soit effectivement les retraités, que ce soit les gens qui connaissent une période de chômage, ou ceux qu'il faut aider à sortir du RSA. Et c'est pour ça que les réformes que nous avons votées, notamment pour essayer de remettre au travail les personnes qui en sont le plus éloignées, c'est quelque chose qui est important pour nous, parce qu'on le sait, le meilleur moyen de sortir de la pauvreté,
pauvreté, c'est d'arriver à avoir un travail qui soit rémunérateur et qui vous permette de vivre de celui-ci. Donc on a tout intérêt, je pense, à chacun et chacune à arrêter d'être dans notre doctrine politicienne. Et moi, j'appelle en tous les cas les forces raisonnables de la gauche, que je n'ai pas du tout envie de faire alliance avec le Rassemblement national. Et quand je sais, notamment au niveau des communistes, que votre président de groupe, de votre président de parti, Fabien Roussel, a des idées plutôt intéressantes, notamment pour les ouvriers et les travailleurs, je pense qu'il est possible de travailler ensemble, mais il faut pour ça avoir un petit peu plus de maturité et réfléchir un peu plus loin que pour les 2 ans à venir. Perrine Goulet, appel lancé à la gauche. Yann Brossat, juste une réaction rapide. Et puis avec aussi cette question, s'il y avait une nouvelle dissolution, Yann Brossat, avantage ou inconvénient pour vous et pour le NFP? Mais vous savez, on peut refaire le résultat des dernières élections législatives. J'entendais ce que disait Madame Goulet. Je ne sais pas si nous avons gagné les élections législatives. En tout cas, il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que vous, les macronistes, vous les avez largement perdus et qu'il n'y a pas de majorité dans notre pays pour pourrir la vie du monde du travail comme vous êtes en train de le faire. Et puisque vous parliez de Fabien Roussel tout à l'heure, j'ai en tout cas une certitude pour avoir échangé avec lui, c'est qu'il est absolument hostile à un budget qui consiste à demander des sacrifices supplémentaires au monde du travail. Ne me dites pas que vous pensez aux Français, ne me dites pas que vous pensez aux ouvriers de notre pays quand vous voulez leur imposer de travailler 2 jours supplémentaires sans aucune espèce de salaire en plus. Enfin, à un moment donné, il faut quand même parler de la réalité, pas de vos rêves, de la réalité du budget présenté par le Premier ministre, qui est un budget contre le monde du travail, contre les chômeurs, contre les malades, contre les fragiles, contre tous ceux qui souffrent et qui vont souffrir encore davantage avec la potion que vous leur imposez. Merci Yann Brossat. Clémence, une dernière réaction et puis on poursuivra la discussion après le journal sur notamment les jours fériés. Question sur la dissolution. Ça y est, Emmanuel Macron peut à nouveau dissoudre l'Assemblée. Si tout est bloqué avec le gouvernement Bayrou à l'automne, qu'est-ce qui se passe ? C'est la grande question et personne n'a forcément de réponse. Depuis début juillet, il peut à nouveau dissoudre. Il en a le droit selon la Constitution. La question, c'est si le gouvernement Bayrou tombe, en fait, on a plein de questions dont on n'a pas les réponses. Quelle peut être la réaction des marchés ? On en a beaucoup parlé sur ce plateau. Les marchés, ils veulent de la stabilité. Quel Premier ministre on pourrait trouver ? Parce qu'après l'échec de Barnier, après l'échec de Bayrou, qui voudra y aller ? Ce sera compliqué avec cette Assemblée qui est toujours aussi éclatée. Donc, est-ce qu'on met un gouvernement technique ? Ça s'est fait dans d'autres pays. Est-ce qu'on dissout à nouveau l'Assemblée nationale ? Est-ce que certains en rêvent ? Emmanuel Macron démissionne. Ça, il a clairement dit qu'il ne le ferait pas. Donc, non, en gros, c'est la grande inconnue. Très rapidement, une dissolution, je ne suis pas sûr que ça change les choses quand on voit les sondages et les différentes études assez sérieuses qui sont faites sur cette question. Les mêmes causes produisent à peu près les mêmes effets, si ce n'est que le bloc qui perdrait le plus de voix et le plus de sièges, ça serait plutôt le bloc central.